Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bruno Solo. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous. Alors vous venez pour un livre tout à fait épatant qui s'appelle Les Visiteurs d'Histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi. Ça paraît aux éditions du Rocher. Je me suis régalée à lire ce livre. Alors c'est vrai que vous avez un petit peu, on savait que vous aimiez l'histoire, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Alors on peut rappeler, alors peut-être faire le contexte. Vous animez depuis 5 ans l'émission La Guerre des Trônes. Vous me disiez juste avant que c'était l'émission la mieux notée. Oui, il semblerait, d'après ce que m'a dit France Télévisions, les gens de France Télévisions, que c'était l'émission la mieux notée au niveau de l'éveil pédagogique. Et voilà qu'elle était sur le Calimat, comme ils appellent ça, l'audimat et le Calimat, qu'elle était régulièrement en tête. Oui, c'est une émission où je raconte comment l'Europe s'est construite depuis la guerre de 100 ans jusqu'à nos jours. Et là, on en est, cette saison, ce sera la mort de Louis XIV, le début de la Régence et le début du règne, la Régence et le début du règne de Louis XV. Alors, vous êtes comédien, auteur, réalisateur, producteur. Vous êtes au théâtre en ce moment, 10 ans après, David Fonkinos, aux côtés de Mélanie Page et Julien Boisselier. Donc ça, on pourra en redire un mot. Mais moi, ce livre, et je sais que Gérard Collard, notre libraire, le roi des libraires, l'a adoré. Il m'a dit c'est le meilleur livre de vulgarisation de l'histoire. Et quand je dis vulgarisation, c'est pas vulgaire, c'est qu'avec vous nous prenez par la main. Racontez-nous comment vous organisez un dîner imaginaire. Oui, en fait, l'idée du livre m'est venue il y a 2 ans et demi, 3 ans presque, mais le thème, je l'ai trouvé pendant le confinement. C'est-à-dire, je me suis servi du malheur qui nous frappait pour en faire un bonheur littéraire, j'espère. Effectivement, je m'imaginais une sorte de dîner fantasmé avec 11 personnages qui ont marqué l'histoire, qui sont ou mal connus, comme Clovis, ou méconnus pour certains, comme Christine de Paysan ou Théophraste Renaudot. Bon, à part des exégètes de l'histoire qui les connaissent bien. Et j'ai décidé de les inviter à ma table, sans geste barrière. Hein, c'est l'avantage des morts. Hein, c'est que même s'ils sont bien vivants dans nos esprits, évidemment, ils ne risquent pas de nous contaminer. Et donc, ils sont autour de moi et je les reçois les uns après les autres. Donc, ils se côtoient, ils échangent aussi entre eux. Et moi, je leur pose des questions, mais en m'appuyant uniquement sur des recherches et de la documentation historique qui ont été faites par des gens qui m'ont aidé, évidemment, à trouver, parce que moi, je suis pas chercheur, je suis pas historien. Ils sont allés dans des archives, ils sont allés dans des bibliothèques et ils ont trouvé des éléments assez nouveaux, notamment sur Théophraste Renaudot ou le Cavalier de la Salle. Oui, parce que c'est des noms qui évoquent des choses, le Chevalier d'Éon, Aliénor d'Aquitaine, Renaudot. Je connais le prix, mais je connaissais quasiment l'inventeur du journalisme moderne. Absolument. Et Georges Mandel aussi, qui termine le roman. Alors Georges Mandel, il est fascinant parce que c'est l'homme qui a donné à De Gaulle l'énergie pour partir à Londres, parce que c'était lui qui était attendu à Londres. C'était Georges Mandel qui était attendu à Londres par Churchill, et c'est lui qui a donné la motivation nécessaire à De Gaulle, parce qu'il a dit si moi j'y vais, je serai toujours le Juif qui a fui la France. Vous êtes un homme nouveau, et il l'a dit dans ses mémoires de Gaulle, à quel point Georges Mandel a été essentiel dans sa réflexion. Alors c'est sympa, Gilles, c'est sympa parce c'est actuel, c'est-à-dire que c'est chez vous, donc il y a les relances que vous faites comme dans un vrai, c'est à l'aune de notre époque, dîner. C'est très drôle sur Clovis parce que vous dites il arrive, mais je le reconnais pas parce qu'en fait il n'y a pas de visage de Clovis. Il n'y a pas de portrait officiel de Clovis. Donc c'est des portraits fantasmés. Absolument. De tous les personnages avec qui vous aimeriez devenir pote, copain, qui aurait été un ami pour vous? Clovis, il est un peu chatouilleux. C'est-à-dire que le vase de Soissons, c'est une vraie anecdote, vérifiée par des historiens. C'est qu'il a vraiment fracassé le crâne du type qui avait brisé le vase de Soissons, et donc, qu'il avait amoché en tout cas. Non, je pense que c'est plutôt celle qui me fascine le plus, c'est Christine de Pisan. J'ai découvert ce personnage incroyable. Une femme née en 1380, à la fin du XIVe siècle, et qui a été la première femme en France à vivre de ses écrits, philosophe, militante féministe, comme pouvait l'être le féminisme dans ces années-là, quand même, évidemment, totalement soumise à un patriarcat encore plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, qui, j'espère, a tendance à disparaître, mais qu'une femme d'une délicatesse, d'un courage, qui s'est battue toute sa vie pour exister au milieu d'hommes qu'il a méprisés, et qui a écrit pour des hommes, qui a même écrit des ordres de chevalerie. J'aime beaucoup aussi le Cavalier de la Salle, même s'il est totalement infréquentable, parce que c'est un grand mythomane, un baratineur qui a fait semblant de découvrir la Louisiane, qui a pris de l'argent à Colbert et à Louis XIV, mais de manière absolument éhontée, mais qui est tellement drôle, une sorte d'Ulysse sans Ithaque, de Don Quichotte sans idéal. Alors, comment vous savez qu'il est aussi drôle?
Parce que j'imagine qu'il est drôle. Parce que moi évidemment, m'appuyant sur des faits historiques, j'en fais un personnage comique, qui est un peu baratineur, un peu hableur. Je vous dis, pour vous donner le ton, c'est le cavalier, le chapitre sur le cavalier de la salle. Cavalier de la salle commence comme ça. Si je n'interviens pas, c'est sûr, la porte va sortir de ses gonds et atterrir dans mon salon. Alors que je l'entrouvre, une silhouette massive vêtue d'un manteau écarlate m'écarte du coude. Brutale irruption s'accompagnant d'une subtile fragrance de sous-bois qui ne parvient pourtant pas à camoufler le fumet plus que rustique d'un castor mouillé. Entre, René Robert, fais comme chez toi. Que n'ai-je dit d'emblée, le voilà qui plante une croix dans mon plancher et brandit son épée en s'écriant selon la formule consacrée: au nom de sa majesté, je prends possession de cette terre. Voilà. Il prend possession de mon salon. Voilà, il prend possession de votre salon. Donc c'est vraiment sympa à lire aussi. C'est ce que je veux dire, c'est que l'histoire, ça peut faire peur. Hein. C'est ce que dit Benjamin Briot dans la j'ai eu l'honneur d'avoir Benjamin Briot qui s'occupe de la chaîne Nota Bene et qui est vraiment un grand vulgarisateur d'histoire dont je me sens très proche, même au niveau des idéaux. Il en parle effectivement il commence en disant l'histoire c'est chiant, et c'est vrai que c'est un peu l'image que ça pouvait avoir, et vous remerciez votre prof d'histoire à la fin du livre, parce qu'on a tous eu un prof qui nous a fait aimer l'histoire. Ou des matières différentes. Moi, c'est l'histoire, effectivement. Mais vous savez, l'histoire, c'est surtout des histoires. Et quand on vous raconte qu'on est petit, on aime qu'on nous raconte des histoires. On aime jouer et qu'on nous raconte des histoires, inventer des histoires. Donc, la grande histoire, si vous prenez le terme presque d'un point de vue sémantique, ça ne peut être que passionnant dès lors que c'est dit avec fièvre. Moi, je crois vraiment que la fièvre du langage l'emporte sur tout, et que, autrement, les discussions sont des bavardages. Et l'histoire, c'est tout sauf du bavardage. C'est éclairer un petit peu, c'est éclairer notre époque de manière très ludique. Et moi, j'essaye de le faire de manière ludique. La différence avec un autre écrivain, c'est que vous êtes cinéaste, et ça se sent dans le livre que vous fonctionnez avec des images. Donc, on arrive très bien à imaginer. Très bien. Et je pense que ça vous a aidé aussi, comme un metteur en scène, vous mettez un peu en scène vos repas. Voilà, puis je suis aussi comédien, donc je pense que ça m'a aidé aussi de m'imaginer en train de jouer avec eux, parce que des fois, c'est moi qui... Faites-le pour la télé. Non, mais ça pourrait être drôle. Alors, vous avez incarné des... Oui, j'ai proposé. Non, mais j'ai incarné les personnages historiques des fois, mais c'est vrai que là, ce serait plutôt pour le théâtre. Si je devais adapter ce livre, imaginer un dîner comme ça avec des personnages historiques, c'est vrai que ce serait assez drôle de le faire au théâtre. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, je suis tellement concentré sur ce livre, et j'espère effectivement qu'il va rencontrer un public. Et j'ai fait exprès de ne pas prendre des personnages nécessairement très connus. Alors, Aliénor d'Aquitaine, évidemment très connu, mais rentrer dans le détail un peu intime de leur histoire. C'est ça, la visée moine de Charlemagne. Moi, je ne connaissais pas. Alcuin, c'est incroyable. C'est lui le véritable inventeur de l'école, l'écolâtre. Et oui, c'est lui qui a inspiré à Charlemagne l'idée de faire que l'école soit à la portée de chacun et de chacune. Alors, évidemment, Charlemagne en a fait une école palatine, une école un petit peu pour les grands de ce monde. Mais quand même, l'idée d'Alcuin, c'était que l'éducation pouvait élever le peuple. Et quand le peuple s'élève, il s'estime. Alors que quand vous le tirez vers le bas, il se méprise et il devient méprisable. Et à tous ces personnages, on leur sert quoi à manger? Alors ça, je rentre pas trop dans le détail. Mais il n'y a pas de vaisselle à faire, en tout cas, voilà. Ça on l'a compris. C'est ce que je me dis, c'est un dîner imaginaire, donc j'imagine... Il picole beaucoup, Clovis picole beaucoup, mais les autres sont plus frugaux. C'est extrêmement bien écrit, il faut vraiment le signaler. J'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est dans le passage sur Georges Mandel où vous dites: alors forcément, très vite, sous le pelage du jeune chien de garde, pousse déjà la fourrure du jeune loup et la fringale qui va avec. Ouais. C'est vraiment c'est très imagé. Ce que disait Gilles, c'est très imagé, très, très bien écrit. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur la manière dont on revisite l'histoire, justement, à la fois avec le wokisme, c'est-à-dire qui veut qu'on, avec notre regard d'aujourd'hui, on juge ce qui a pu être fait dans le passé. Mais c'est essentiel, il faut quand même... on ne revisite pas l'histoire, on la visite, et quand on la visite, on y amène aussi un peu de soi, et on doit être objectif vis-à-vis de périodes qui ont été plus ou moins fantasmées, ou plus ou moins idéalisées. Aujourd'hui, il s'agit de revenir dessus. Il ne s'agit pas toujours de tout fracasser, mais je trouve que l'idée, par exemple, effectivement, de faire tomber des statues d'esclavagistes est peut-être exagérée, mais en revanche, expliquer avec des plaques que ce personnage, que Federo Chalini n'est peut-être pas le personnage un peu idéalisé qu'on a eu à une époque, je trouve que c'est intéressant. Et puis, parler d'histoire, ça soumet chacun d'entre nous à l'idée d'un débat, et le débat, c'est essentiel pour faire avancer notre société. Et l'histoire, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée, les certitudes d'aujourd'hui sont les doutes de demain, quoi. Mais on l'a fait parler aujourd'hui.
prenez l'exemple d'Éric Zemmour sur Pétain, on interprète, on la tord aussi pour s'arranger. Bien sûr, il y a des gens qui veulent revisiter l'histoire pour arranger en fonction des idées qu'ils défendent. Et ça, effectivement, c'est à mon avis très contestable. Surtout que face à des vrais arguments, l'idée que défend Zemmour quant au fait que Pétain a sauvé des Juifs français, c'est surtout un nationalisme qui a décidé que d'enlever aux Juifs tous leurs droits, mais ne peut-être pas tous les déporter, mais c'était pas pour une idée de les protéger, c'était pour une idée beaucoup de les spolier. Et ça, il oublie un peu de le dire, et pas mal d'historiens lui remettent dans la face. Mais il s'en arrange parce que ça arrange en ce moment ses ambitions, sans aucun doute. Vous êtes souvent engagé politiquement, en tout cas on vous a entendu sur plusieurs positions. À notre époque, vous pensez quoi de tous ces nouveaux politiques ou autres de toutes... Vous allez voter quand même oui, avril, moi je continue à voter. À une époque, j'ai été tellement désespéré que je ne voulais plus voter, je me suis exprimé, et je suis revenu là-dessus. Je me suis dit que c'était une attitude, une humeur, et l'humeur, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Moi je veux continuer à être optimiste, et je veux me battre pour des idées. À mon avis, la grande idée qui vaille, parce qu'il faut sauver, si on veut sauver notre humanité, et sauver toutes les idées portées par l'humanité, il faut s'occuper beaucoup plus d'écologie, et qu'elle appartienne à chacun. Effectivement, je me sens plus attiré par ceux qui en font un cheval de bataille quotidien que par des idéaux qui sont trahis dès lors que certaines femmes ou hommes, surtout hommes, arrivent au pouvoir. Donc moi, je crois plus aux idées qu'aux hommes, alors que vraiment, fondamentalement, j'ai une empathie pour les gens, moi, très forte, mais ça m'ennuie de voir que certains politiques, pas tous, mais certains trahissent leurs idées. C'est pas le cas de Georges Mandel, c'était pas le cas de Mendès France, c'était pas le cas de De Gaulle. Et je cite des hommes de droite comme de gauche. Quand on lit le portrait de Mandel, et on voit qu'il y a une dimension, une dimension qui se perd peut-être. Qui se perd certainement. On a reçu la semaine dernière Yves Tréhard qui fait des grands entretiens sur ce qu'est une certaine idée de la France, ou quelle est votre idée de la France. Et la première question qu'il pose dans ses entretiens, c'est où commence la France ? Quand commence la France? Alors pour certains, elle commence à Clovis, pour d'autres, elle commence à la Révolution française. C'est le grand débat que je pose avec Clovis, parce que effectivement, beaucoup de gens se sont opposés. Clovis a été beaucoup récupéré par les nationalistes. Après la Révolution, on a voulu dire que la France commençait à Vercingétorix. La France, elle commence quand elle veut, peu m'importe moi quand elle commence. Elle commence à partir du moment où elle s'organise, à partir du moment où elle devient une nation consciente d'elle-même. C'était pas tout à fait le cas avec Clovis. C'était comme des tribus mises les unes à côté des autres. On pourrait dire, si on s'arrêtait vraiment ce serait comme avec les Capétiens que l'idée d'une nation commence, voilà. Mais moi, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est ceux qui l'ont construite et la manière dont elle s'est construite, avec toutes ses valeurs, avec toutes ses obédiences, avec toutes ses diversités, avec toutes ses cultures. Et moi, la France, je crois qu'elle est pleine et entière, et c'est là qu'elle me fascine, quoi. Je ne vais pas vous laisser partir sans une question média. Bernard Campan a annoncé que Les Inconnus allaient enfin retourner un film. Est-ce que Caméra Café va se reformer, et est-ce que vous pensez à refaire un Caméra Café? On a fêté les 20 ans de Caméra Café sur Paris Première. Oui, on reprend Caméra Café. Là, on a terminé d'écrire un Caméra Café de 90 minutes. Ce sera un one-shot, on ne reprendra pas la série, mais on va raconter comment Jean-Claude Hervé et tous leurs camarades ont traversé ces 15 dernières années, puisque nous avons disparu de l'antenne depuis 15 ans. Comment nous avons traversé ces 15 dernières années, avec tout ce que ça comporte, l'arrivée des réseaux sociaux, les attentats, le hashtag MeToo, l'arrivée des smartphones, enfin voilà, tous ces changements fondamentaux de notre société, on va les évoquer au travers de souvenirs et une sorte d'histoire à rebours comme ça, et ce sera diffusé sur M6. Je pense, courant de l'année 2022. Avec la même bande. Avec exactement la même bande. Tout le monde a dit oui. Et il y aura aussi, évidemment, des guests. Voilà. Ce sera un 90 minutes pour la télévision sur M6 en prime time. Si c'est pas du scoop, ça, madame. Et on vous revoit quand, vous, à la télé, Bruno? Là, j'ai un film qui sort très bientôt sur TF1 où j'accompagne Franck Dubosc dans un très joli film sur la maladie de Charcot avec Guy Marchand, Macha Merrill, Julie Gaillet, Hélène Noguera, réalisé par Cyril Colbeau-Justin. Et qui s'appelle La Dernière Partie. Et puis voilà, et puis je suis au théâtre en ce moment. Voilà. Merci beaucoup Bruno Solo. Je vous conseille vraiment ce livre, Les Visiteurs d'Histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi, donc chez Bruno aussi. Solo. Mais chez vous aussi, si elle s'invite chez moi, c'est qu'elle s'invite chez vous. C'est aux éditions du Rocher. Merci infiniment d'être venu ce matin. Et je pense qu'on en reparlera avec Gérard Collard. Merci à vous. On se retrouve nous dans un petit instant. À tout de suite.